Le pays des étangs est une vaste plaine argileuse qui s'étend du sud du plateau lorrain au pied du massif vosgien. Il est constitué de plus d'une centaine d'étangs artificiels. Le pays des étangs est resté un haut lieu de pêche réputé pour la richesse de ses eaux en cendres, brochets, perches, carpes et gardons. L'occasion de découvrir des scènes de pêche insolites en compagnie de Thibaut Glaser, le directeur du domaine de l'Indre. C'est le moment de la pêche, donc le moment où sortent les poissons de l'eau. Le Conseil général de la Moselle a fait de ce joyau de la nature un haut lieu touristique et pédagogique, tout en préservant la biodiversité par la pratique de la pisciculture traditionnelle. Ainsi, nous rencontrons Cédric et Anthony, animateurs nature. Alors, on a autant d'oiseaux parce que simplement, ici, ils trouvent facilement à manger, et notamment des insectes. Cécile accompagne Pascal, le maître pêcheur, à la découverte des rives du plus grand étang piscicole de France. Cécile aide également Michel, l'ornithologue, dans sa campagne de recensement des oiseaux. David, le châtelain, accueille Michel au château d'Alteville, idéalement situé entre l'étang de l'Indre et l'étang du Stock. Canard colvert, en principe, on va regarder. L'étang du Stock est dédié aux loisirs. Jean-Louis, le garde-pêche, initie Marcel aux particularités des lieux où pêcheurs et ski nautiques cohabitent. En automne, les adeptes des sports nautiques sont moins nombreux, mais le camping accueille Loïc et ses camping-caristes. Non mais tout le monde a apporté sa bonne humeur, c'est déjà pas mal. Mais qu'en pensent les habitants de Rhodes qui ont vu débarquer et s'installer les premiers touristes allemands au lendemain de la guerre? Eux qui ont vu leur village à moitié détruit par la montée des eaux lors de l'agrandissement de l'étang du Stock. Ils ont agrandi l'étang en 1936. Et quel village est noyé? Il y a eu des maisons là? Il y avait à peu près une dizaine de maisons, 8 ou 9, vous mettez une dizaine de maisons derrière l'église, oui. Ah, voilà, je ne savais pas. Oui. Mais l'église, elle était comme dans tous les villages, au milieu du village. Voilà. Puis aujourd'hui, elle est au bout. Voilà. On m'a dit un jour que le réservoir faisait partie de la ligne Maginot. Vous en avez, vous savez quelque chose là-dessus? On en a entendu parler, oui. On en a parlé. Quand on était gosse, tous les étés, l'étang était presque vide, je veux dire. Oui, alors on s'amusait dans les trous de bombes. Là, il y avait plein de trous de bombes parce que quand ils revenaient d'Allemagne, ils n'ont pas pu les larguer. Il fallait bien qu'ils les larguent quelque part. Ah bon, voilà. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Quand les Allemands sont venus, il n'y avait pas de tension entre les Français et les Allemands non plus. Encore, les villages n'avaient pas souffert de la guerre, je veux dire. Donc, les premiers touristes sont venus. Ils ont tous voulu acheter des terrains aussi. Je parle des années 50, oui, 55, ils s'installaient à 1 kilomètre du village. Les routes étaient en terre, je veux dire. Alors quand il pleuvait, les paysans étaient contents d'aller les sortir pour toucher un pourboire pour les accrocher le tracteur après la voiture. Oui. Mais après, ils sont venus plus malins, mettaient 2 ou 3 voitures une derrière l'autre pour pouvoir payer qu'un tracteur, je veux dire. Il faut dire que tout le monde en a profité. Oui, tout le monde en a profité. Les paysans ont vendu avec profit tout leur terrain en bord de rive. Les campeurs allemands ont abandonné leurs tentes et y ont construit leur résidence secondaire, dépassant en nombre la population française. Une occupation pacifiste qui a dopé l'économie locale en modifiant profondément la physionomie du village. Et j'ai acheté il y a 17 ans. Maintenant, et j'ai jamais regretté un moment d'avoir effectué cet achat-là. Je suis très bien. Maintenant, je suis entré dans le conseil municipal. Vous avez regretté qu'il y a maintenant des Allemands qui s'inscrivent sur la liste électorale? Au début, c'est dans les petits villages. Encore envahi par les Allemands? Non, pas des mots comme ça. On n'a jamais dit des mots comme ça. Ça fait pas beaucoup de conseillers. 7 conseillers, c'est pas beaucoup. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. On ne voit pas grand monde dans le village, je veux dire. À part les quelques campings qui sont là, ça ne nous dérange pas du tout, les touristes, durant l'été. C'est très calme par rapport au monde qu'il y a, je veux dire. Rhodes a développé un tourisme essentiellement estival. Pourtant, le pays des étangs accueille en toute saison les amoureux de la nature. Michel, la responsable du camping de Rhodes, reçoit ce week-end l'Auto-Caravaning et Camping-Car Club de France. Tout va bien, la place vous convient? Voilà, c'est parfait, on est dans du gazon, on a tout ce qu'il faut. Jean-Marc, le compagnon de Michel, est un artiste qui utilise la nature comme source d'inspiration.
Bien souvent, il aide son épouse à créer une ambiance chaleureuse et sympathique qui touche tous les visiteurs de passage. Bonjour Jean-Marc. Eh ben, heureux de vous accueillir à Rhodes, ici chez nous. C'est sympa de nous avoir accueillis, malgré la météo qui, bon, c'est pas génial, mais nous, on sort par tous les temps. Hein, donc, qu'il pleuve, qu'il vente, et même parfois qu'il neige, ça ne nous empêche pas de sortir. Vous ne cherchez pas le beau temps. On appelle ça la migration automnale. Ça tombe bien, on est en plein automne. Donc, le thème choisi, c'était le Brame du Cerf. Le lieu idéal pour le Brame du Cerf, eh bien, c'est de venir sur le parc animalier de Sainte-Croix. Et on a trouvé le terrain qui nous semblait le plus proche et le plus accueillant. Et on est tombé sur le terrain municipal de Rhodes. Je ne pourrais pas vous faire de Brame du Cerf, mais je peux vous jouer un petit morceau d'accordéon. Ah mais ça c'est sympa alors. On aime beaucoup la musique. Allez, c'est parti pour l'accordéon. Allez, bravo. L'accordéon. Les activités nautiques se succèdent au rythme des saisons. L'étang du Stock est l'un des seuls plans d'eau d'importance à accepter les bateaux à moteur. À cette saison, les hors-bords ont déserté les lieux, ce qui est parfait pour la pêche au carnassier, ces poissons de grosse taille qui se nourrissent des autres poissons. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes venu pêcher sur l'étang du Stock? En tant que camping-cariste, habitant pas très loin, j'ai découvert le camping à Rhodes et la proximité de l'étang par rapport au camping, 30 mètres, c'est l'idéal. Et on a beaucoup de gens qui font des sports nautiques. Après, il y a des zones effectivement qui sont interdites. Hein. Quand vous avez la Delouse, là, c'est une zone de vitesse là où il y a du ski nautique. Donc, on déconseille aux gens d'y aller, de façon à faire un bon partage du plan d'eau entre tous les utilisateurs. Voilà, donc ici on se trouve sur l'étang du Stock. Lui, il s'étale sur une superficie de 750 hectares. Ça représente environ 19 millions de mètres cubes d'eau. Hein. La première fonction de ces étangs réservoirs, hein, c'est donc d'alimenter les canaux de la Marne-au-Rhin et les canaux des Houillères de la Sarre en eau. C'est des étangs qui sont quand même relativement poissonneux. Énormément. À l'origine, c'était déjà les moines qui faisaient de la pisciculture. Maintenant, on a quand même un étang qui a été préservé à tout ça, c'est l'étang de l'Indre. Par contre, les trois autres étangs qui composent les étangs du pays de Sarrebourg, hein, eux, c'est de la pêche de loisirs. D'accord. C'est pas la belle vie, ça? Bonjour. Bonjour. Alors, ça donne? Bon, pas grand-chose, hein. Pas grand-chose, attention ta canne. Une belle journée, mais bon. Pas de prise, pas de prise pour l'instant. pas de départ. Pas de prise et pas de départ. Mais bon, ça peut encore venir. Bon, de toute façon, la saison commence en général. Oui, octobre, hein, l'octobre, c'est le début des froids, c'est là où commence la saison du carnassier. Il faut maintenant qu'il fasse un peu plus froid. Il faut que les nuits soient un peu plus fraîches. Je ne dis pas qu'il doit geler, mais bon, si on a maintenant des périodes où on va avoir du 4-5 degrés la nuit et qu'on va avoir des températures jusqu'à 12-15 degrés dans la journée, je pense que le poisson va se réveiller. Voilà, je pense. De toute façon, il n'y a pas encore besoin du poêle à bois là en ce moment. Non, mais disons que pour casser la croûte, ça serait quand même intéressant. Voilà. Il faut joindre l'utile à l'agréable. Absolument, toujours. Bon, et bien alors, bonne continuation. Merci. Et puis à la prochaine. Merci de votre visite. Tant qu'il n'y a pas de vent et pas de pluie. Les rois du macadam. Un fourneau à bois sur leur barque. Parce que ça fait partie du folklore. Je veux dire, non, c'est une partie utilitaire, je veux dire. Du moment où on commence à avoir des journées très froides, tous les pêcheurs en barque emmènent un poêle.
Ils emmènent un quart de ster de bois, les merguez, le lard, tout ce qui va bien pour pouvoir tenir pendant une journée sur l'étang avec le froid, parce que bon, on a des températures parfois, on est à 3 degrés, 4 degrés. On est dans l'Est. Hein. Je veux dire, c'est vrai qu'on est dans l'Est. Moi, j'appelle ça des équipements grand froid. Ils en veulent, hein, parce que... Mais c'est la période aussi qui fait que c'est favorable au pêcher de carnassier. Voilà. Ce qui est beau à voir, en fait, c'est toutes ces cheminées qui fument sur les bateaux. On a l'impression d'avoir plein de petits paquebots là, disséminés sur l'étang. C'est vrai que quand on regarde ça de l'extérieur, ça fait partie du folklore. À quelques kilomètres de l'étang du Stock se trouve le château d'Alteville. Situé en plein cœur du parc naturel régional de Lorraine, cette magnifique demeure fait partie d'un vaste domaine entouré d'eau, de prairies et de forêts. C'est ici qu'en 1861 naquit et vécut le poète occultiste Stanislas de Guaita. Maurice Barrès, son ami, fut souvent invité au château. Cette tradition d'hospitalité perdure encore, car David Barthélemy, l'actuel propriétaire, a transformé une partie de la demeure en chambre d'hôte. Les hôtes qu'on reçoit ici, ce sont surtout des hôtes qui sont intéressés par la nature. Le calme, des paysages préservés, et puis bien sûr, on a aussi beaucoup de gens qui viennent pour l'histoire, puisqu'ici, tu sais qu'à Alteville, le château, pour sa première partie, date du XVIe siècle. On a des témoignages de l'histoire de France et plus particulièrement de l'histoire de la Lorraine depuis cette époque-là. Et donc j'essaie de servir à la table des produits de la ferme, du poisson des étangs. Hein. Les étangs, c'est pas seulement les oiseaux, c'est aussi le poisson. Le gibier des forêts, tout ça arrosé de vin de Vic-sur-Seille. On est dans le terroir. Hein. J'aime faire découvrir ce terroir comme toi tu le fais exactement avec les oiseaux. C'est ça. Bon, l'étang de l'Indre est un site préservé parce que c'est une des zones au niveau ornithologique les plus importantes de France. Moi, quand je vais dans d'autres régions de France, je m'aperçois qu'à l'étang de l'Indre, il y a beaucoup plus d'oiseaux, même si ce ne sont pas forcément les mêmes espèces, qu'en allant dans le midi de la France ou alors dans l'ouest. Dans de l'Indre, il y a un nombre d'oiseaux important, ce qui en fait un des sites majeurs. Et on a plutôt tendance à accueillir un tourisme de nature ici. Alors ce qui est assez incroyable ici, c'est que j'entends très souvent les gens me dire c'est calme, on n'entend pas un bruit de fond. On n'entend qu'une chose, c'est le chant des oiseaux, le soir, le matin, la nuit. Bon, alors je vais t'emmener à l'étang, comme ça tu vas pouvoir voir un peu ce qu'il y a aujourd'hui. Oui, différentes espèces de canards, je pense. Alors oui, il y a des canards et puis il y a d'autres espèces dont je voudrais que tu me parles. Bon, on va voir ça. Que j'ai pas réussi à reconnaître. Ah, oui, c'est sûr qu'en ce moment c'est les migrations, donc il y en arrive un peu tout le temps. Ah oui, puis avec ton matériel, je pense que tu n'auras aucun problème. C'est du très bon matériel. Alors tu vois ici... Oui, il y a des canards colverts apparemment. On va regarder. Voilà, oui, effectivement, ce sont des canards colverts. Là, il y en a à peu près une vingtaine, puis un canard souchet. Donc le but, c'est d'inventorier toutes les espèces qui sont présentes sur le domaine de l'Indre. Le mélange subtil d'étangs, de forêts, de prairies et de champs fait de ce territoire une terre privilégiée pour de nombreux oiseaux migrateurs ou sédentaires. Le domaine de l'Indre est reconnu internationalement pour sa richesse ornithologique exceptionnelle. Plus de 240 espèces différentes ont été vues sur le domaine de l'Indre, soit 85% des espèces présentes dans l'ouest de l'Europe.
Parmi elles, on peut apercevoir le busard des roseaux, le héron pourpré, le faucon au broc et certaines espèces particulièrement rares, telles que la grande aigrette, le hibou des marais, la cigogne noire, le pigargue à queue blanche. C'est pourquoi le domaine de l'Indre dispose des compétences de Michel, ornithologue passionné. Cécile, la régisseuse du domaine, accompagne Michel pour être à même d'accueillir au mieux clients et visiteurs. Là, on va entendre une rousserolle turdoïde, on va faire une centaine de mètres le long de la roselière, on va retomber sur un autre chanteur, ça veut dire qu'il y a là déjà 2 chanteurs. Et d'après la carte, on a la rive de l'étang, donc on va cocher avec un petit carré, avec un petit rond en fonction des espèces. La rousserolle effarvate, qui est la plus commune, on va mettre un petit trait. Donc au fur et à mesure qu'on avance, on va mettre le nombre de chanteurs. Et à la fin, on aura sur l'ensemble de la rive le nombre de couples qui sont présents. Qui sont présents, d'accord. Et tu fais ces recensements souvent? On fait les recensements tous les ans au printemps. Donc on a à peu près 30 km de rive de roselière. Donc les comptages s'effectuent en plusieurs demi-journées. Il faut compter 5 demi-journées. C'est vrai qu'avec un moteur électrique, ça ne fait pas de bruit, on avance vite et au niveau fatigue, c'est pas épuisant. Puis tu ne troubles pas les oiseaux. Et on ne trouble pas les oiseaux. Au contraire, ce qui est rigolo, c'est que certaines espèces, les rousserolles entre autres, eh ben, elles vont se manifester quand on va passer devant. Oui. Ça va les énerver de voir quelque chose, donc elles vont se mettre à chanter. Ça facilite donc le comptage. Et on peut estimer qu'on compte à peu près 95% de la population grâce à cette méthode. D'accord. Il faut vraiment être connaisseur pour apprécier toutes ces espèces. Alors surtout au chant, souvent ces oiseaux se ressemblent au chant. Et puis il y a des imitateurs, il y a des oiseaux qui imitent pour compliquer les choses. Alors là on est devant la maison des oiseaux qui permet d'observer toutes les espèces sur les petits îlots qui sont derrière. Alors ce sont surtout des ornithologues et puis des touristes qui viennent observer depuis la digue et ça leur permet d'avoir une autre vue sur l'étang. Et souvent, les gens sont émerveillés du paysage, puisque là, on est en pleine nature. La maison des oiseaux est en libre accès. L'étang de l'Indre est interdit à toute forme de navigation touristique. Seules ses berges et sa digue sont accessibles. Des sentiers balisés, agrémentés de nombreux panneaux pédagogiques, renseignent les visiteurs. Tout au long de l'année, un programme varié de sorties nature, de conférences et d'expositions est proposé aux familles et aux scolaires. Alors, tu verras, ça va venir assez vite. Dans un premier temps, les premiers groupes, il ne faut pas paniquer, il faut prendre ça sereinement. Donc c'est important de leur dire qu'on a un site Moselle Passion du Conseil général de la Moselle. On reçoit énormément de groupes. Le site ici est connu pour les oiseaux. Alors les gens ils viennent, ils connaissent bien les oiseaux, mais il y a autant d'oiseaux parce que ils ont à manger, donc soit avec l'étang via les poissons, ou soit via les insectes. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer grosso modo quelle différence d'aménagement on a à l'intérieur? Parce que je vois d'un côté il y a des bûches, de l'autre il y a des roseaux je pense. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu à quoi correspond chaque aménagement? Pour la biodiversité, c'est bien d'avoir plusieurs aménagements, donc plusieurs matériaux naturels différents, parce que chaque aménagement va attirer un type d'insecte en particulier. Plus on multiplie les matériaux et les différents aménagements, plus ça va être efficace. Alors par exemple, ce qui marche très très bien et qui est très simple à faire, c'est de prendre une bûche, avec un fourré on la perce, comme tu vois là il y a des trous qui sont bouchés. Alors ça en fait c'est donc les abeilles solitaires. Oui. Donc pas les sociales. Nous on connaît bien les abeilles sociales mellifères, celles qui vivent dans les ruches, qui font du miel, de la cire. Et nous, on va s'intéresser justement aux autres abeilles qu'on connaît très peu. Pourtant il y en a beaucoup plus. Quand elles viennent, elles vont pondre un œuf, le boucher, mettre des réserves de pollen, pondre un deuxième œuf, le boucher, etc. Et vers la sortie du trou, donc là elle va pondre les œufs mâles. Et à la fin, elle fait un gros tampon. Une fois qu'elle a pondu, elle s'en va. Et la partie haute, est-ce que tu peux m'en parler un peu plus en détail? Nous, on s'en sert pour faire une activité manuelle, un peu de bricolage avec les familles, les enfants. Donc les roseaux, c'est le même principe que les bûches, avec les trous bouchés. Si tu regardes là en haut, tu as aussi des tiges de roseaux qui sont bouchées. Donc là, pareil, c'est des abeilles qui vont venir, ou d'autres insectes qui vont venir, qui pondre aussi leurs œufs, et qui vont reboucher le tout. D'accord. Même principe que les bûches. Voilà, exactement le même principe que les bûches. Nous, quand on reçoit du public, on vient sur le terrain, on leur montre ce type d'aménagement. Ensuite, on fait une petite activité de bricolage, donc on leur fait couper des roseaux.
Sur l'activité insectes, on a toujours donc, la présentation des insectes, la capture et l'identification d'insectes, et on termine toujours par comment on va favoriser la biodiversité chez soi. Et alors, ceux qui veulent aller plus loin, on leur laisse un petit livret, et à l'intérieur de ce livret, il y a des plans pour des hôtels insectes. Voilà. Comme ça, les gens repartent avec quelque chose. S'ils sont vraiment intéressés à le faire chez eux, ils peuvent. D'accord. En hiver, on change de thématique. On aborde la thématique directement liée à l'étang, c'est-à-dire la pêche et les poissons. Donc là, on a un volet dans la pisciculture. Et donc là, viens, je vais te montrer où est la pisciculture. Okay. Donc là, sur ces animations-là, on a beaucoup plus l'aspect sécurité. Parce que vu qu'on les fait pêcher, qui s'approchent de l'eau, qui sont dans les bassins. Le domaine de l'Indre est un site Moselle Passion qui développe l'expérimentation, l'expertise et les techniques de production raisonnée de poissons au service des pisciculteurs. Particulièrement prisé, il vend l'essentiel de son poisson à des professionnels pour le repeuplement des étangs et des cours d'eau français. Pascal, le maître pêcheur, entraîne à son tour Cécile à bord pour une découverte du domaine. Regarde Cécile, on se trouve actuellement là sur le plus grand, le plus beau étang piscicole de France, moi je dirais, avec quand même une surface de quasiment 622 hectares en eau. Très peu profond, parce qu'il y a une profondeur maxi d'environ 6 mètres, mais ça représente quand même un volume de 15 millions de mètres cubes d'eau qu'il faut gérer en permanence. C'est pas mal, oui. C'est un étang qui daterait du 11e et 12e siècle, qui avait été créé en fait pour la production du poisson. La production de poisson permettait une alimentation en poisson des habitants des alentours. Donc il a été créé? En fait, il a été créé, il n'est pas naturel. Mais quand on voit l'aspect naturel qu'il y a autour, on pourrait penser qu'il est naturel, mais en fait, c'est un étang piscicole qui a été créé. Puis 1976, le département de la Moselle a racheté l'étang. On a continué l'activité piscicole, puisque même on a progressé. Bon, j'ai pris un parapluie, on se met à l'abri? Très bonne idée, Cécile, parce que ça commence à bien mouiller. Là, voilà. Alors tu sais que sur l'étang, on pratique une pisciculture extensive. C'est tout du poisson sauvage qui n'est jamais nourri, qui se nourrit naturellement. Et alors, les sortes de poissons, elles n'ont pas évolué ici? C'est toujours les mêmes? Alors avant, c'était la carpe qui était élevée en priorité, puisque ça marchait bien, ça posait des gros poissons. Maintenant, là, on a varié un petit peu toutes les espèces, donc on va trouver du gardon rectangle, toujours de la carpe, bien sûr, carpe commune, carpe miroir. Donc maintenant, c'est la période creuse qu'on fait, puisque vous ne pêchez pas cette année. Alors là, on est un peu en période creuse, oui, on ne va pas pêcher l'étang de l'Indre cette année, mais bon, on a quand même 12 étangs satellites autour et on va en pêcher certains cette année pour toujours avoir une activité piscicole. L'étang de l'Indre est vidé tous les 2 ans, les années impaires. Cette fréquence est liée à la croissance des poissons. Les alevins, ou bébés poissons, ont la taille d'une tête d'épingle lorsqu'ils sont introduits dans l'étang. 2 ans après, ils ont atteint leur taille adulte. Il est temps de les repêcher. Pour cela, il suffit de vider l'étang, ce qui prend toutefois presque 2 mois. Le principe est très simple. On a créé, les moines a priori, un barrage en travers d'un cours d'eau, ce qui a fait remonter l'eau pour faire l'étang. Et au moment de la pêche, on enlève une bonde, une espèce de vanne, qui fait que l'eau s'échappe, mais on a mis des grilles pour retenir les poissons. Et quand l'eau est au fond de l'ancien cours d'eau, au fond du fossé, il se trouve que les poissons restent piégés et là-dedans, on tire un grand filet et on ramène les poissons sur le bord pour les charger dans les camions. Tout se fait à la main, il n'y a pratiquement aucune mécanisation et c'est vrai que c'est un métier pénible, il n'y a pas d'intempéries en pisciculture. Quand il gèle, quand il fait froid, on est quand même à la pêche, qu'il pleuve, qu'il fasse nuit, on est quand même à la pêche. Et en fait, rien n'a changé, étonnamment. On a effectivement des habits avec des cuissardes en caoutchouc, on a des filets qui sont en nylon et plus en chanvre, on a changé un petit peu les matériaux, mais c'est strictement identique à ce qui se passait au XIIIe siècle pour pêcher les étangs. On fait effectivement, pour partager ce moment exceptionnel, une grande fête qu'on appelle la fête de la grande pêche, le 3e week-end de novembre, facile à retenir, et on a en général plus de 10 000 personnes pendant 2 jours qui viennent sur le grand barrage à l'Indre-Basse.